Quel âge aurait eu le bébé? Ici, il avait, je le situe, entre 1 an et demi et 2 ans. Et vous vous rendez compte du devenir de cet enfant. Bon, d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va vivre? C'est-à-dire, est-ce que les adultes qui ont été assez horribles et assez immoraux pour le violer, c'est-à-dire pour créer des lésions tout à fait caractéristiques dans son corps, est-ce que ces adultes-là vont aller le montrer à un médecin et en expliquant quoi? Sans trouver d'explication. Donc, une première possibilité, c'est qu'on tue cet enfant. Et admettons que ça n'arrive pas et puis qu'il vive quand même, vaille que vaille, eh bien, ce bébé est marqué dans son inconscient, dans son psychisme inconscient, par une espèce d'ogre, par une espèce de monstre qui un jour lui a fait très mal, qui un jour a pris son corps et qui habite encore en lui comme un souvenir qui est avissant, mais qui ne peut même pas se représenter consciemment. Mais on peut alors se dire que ce bébé, très probablement, va être un enfant extrêmement anxieux, extrêmement insécurisé, extrêmement méfiant des autres. Monsieur Hayet, merci beaucoup. Avant de passer à la suite, José, rappelons tout de même quelle était l'origine et la nature de ces disquettes dont nous avons parlé. C'est donc le fameux Gerrit Ulrich, qui était un habitant de Zandvoort, qui était l'administrateur de ce site Apollo. Vous savez que Gerrit Ulrich a été tué en Italie, meurtre dont a été accusé son compagnon pendant 1 an, Robbie van der Planken, incarcéré actuellement à la prison de Pise en Italie, et que nous allons retrouver dans l'émission, car nous avons eu l'occasion de le rencontrer avant qu'il n'entreprenne ce périple un peu désespéré. Et tout ce matériel photographique et informatique a été non pas recueilli sur Internet, mais directement donné de la main à la main de Gerrit Ulrich à Marcel Verbussel. L'homme que vous avez rencontré à Zandvoort, il s'agit bien de celui dont on a parlé pendant l'été, qui est Gerrit Ulrich, qui a été tué en Italie. Oui, l'homme de l'affaire Zandvoort est en effet monsieur Ulrich, qui a été tué en Italie et qui est en même temps l'homme qui nous a donné les disquettes à Zandvoort, dans cet appartement. C'est bien monsieur Ulrich. Est-ce que vous avez retrouvé dans ce matériel des agendas ou des listes de paiement par carte Visa, par exemple? Non, les gens qui travaillent par Internet vont toujours travailler avec une clause de sécurité. Mais ce qu'on a trouvé dans l'affaire de Zandvoort, par exemple, c'est que l'homme qui a rassemblé les disquettes de Zandvoort a commis une erreur fatale, en fait, en donnant à son site de porno enfantine un nom de code. Dans le cas de cet homme, lui, il l'a fait sous le nom de code Apollo. Puis il a commis une deuxième erreur en recevant des donations sur ses comptes, avec la désignation Apollo. Et en troisième lieu, il a laissé en quelque sorte ses empreintes digitales sur les disquettes. Et cela en mettant son propre bateau sur ces disquettes, bateau où l'on voit des jeunes qui sont abusés sexuellement. Donc, autrement dit, cet homme a produit quelque chose d'unique. Il a composé les disquettes avec du matériel très professionnel, et ça, pour un bon enquêteur, c'est le meilleur matériel qu'on peut découvrir, car il suffit simplement de vérifier les gens qui ont versé en utilisant le nom de code Apollo, et on a déjà le début d'une très bonne enquête. Maintenant, la justice néerlandaise dit qu'il s'agit de documents volés. C'est habile, évidemment, car du matériel volé ne peut pas être utilisé dans des procédures judiciaires. Regardez, si vous analysez bien l'affaire, vous verrez que le Wehrgroup Morkoven avait le matériel, les disquettes en sa possession, le 11 juin, donc juste avant que Ulrich ne soit parti en voyage, quelques jours avant son départ. Et la preuve que le Wehrgroup Morkoven n'a pas obtenu les disquettes par vol, et jusqu'à maintenant nous ne l'avons dit à personne, mais je vais vous le livrer en primeur, c'est que tout de suite, après que le Wehrgroup Morkoven ait reçu ces disquettes de Ulrich, le 11 juin, nous avons pris des contacts avec la BSR d'Alost, que nous avons informé de l'existence de ce matériel. Et la BSR d'Alost est même venue jusqu'ici. Tous les journalistes se sont étonnés, et même le public également, de voir un citoyen, un simple citoyen, refuser de remettre le matériel informatique qui était illégal à la police. Il faut des garanties.
C'est quand même normal quand on a eu une expérience pareille depuis 1992, quand on a dû mener campagne pendant 6 ans pour en arriver en 1997 à faire arrêter les auteurs des faits de mœurs à Madère. Il est tout de même logique que les gens qui se sont occupés de l'affaire aient de la méfiance vis-à-vis des services de police. Dans l'affaire de Madère, il aura en effet fallu 5 ans pour qu'Agostinho de Sousa soit arrêté et que le Portugal envoie un mandat d'arrêt international au nom de Reik. L'enquête est née du fait qu'à un certain moment, nous avons reçu par la voie officielle une dénonciation des autorités portugaises concernant un Belge habitant l'arrondissement de Dendermonde et qui avait été impliqué dans une affaire de pédophilie au Madère. L'association belge Morkoven, qui a découvert il y a quelques jours un autre réseau pédophile aux Pays-Bas via Internet, pense que les deux affaires sont liées. Ce n'est pas l'avis du parquet. Selon moi, il n'y aura aucun lien entre ces deux affaires parce que l'affaire dont on parle maintenant aux Pays-Bas, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une affaire qui se passe surtout sur Internet, tandis que notre affaire n'a rien à voir avec Internet. Il n'y a pas de connexion entre les deux? Non, pas du tout. Quand vous regardez la date à laquelle le procureur Dufour dit que l'affaire Zandvoort n'a rien à voir avec celle de Thames, eh bien, regardez la date. Comparez avec la date à laquelle notre Wehrgroup a livré les disquettes. Alors, je vous demande à vous, comment le procureur peut-il, tel un voyant extra-lucide, savoir ce qu'il y a dans ce matériel alors qu'il ne l'avait pas encore? Toute la presse internationale a été témoin de la remise de ce matériel. La SBL Morkoven décida donc de remettre le matériel informatique à la suite d'une journée mouvementée où l'on vit la police belge perquisitionner chez Marcel Vervloesen à la demande pressante de la police hollandaise. Un policier néerlandais de Bloemendaal en chemise blanche assiste à la scène. Il vérifie le matériel mais il n'emportera rien. Pour avoir ce matériel, la police hollandaise devra faire une demande officielle. Signalons que pour intimider la SBL Morkoven, Marcel Vervloesen fut arrêté pendant plusieurs heures à la demande de la justice belge. Je peux vous annoncer que j'ai eu un entretien avec un juge d'instruction de Turnhout, une discussion qui s'est très bien passée, au cours de laquelle nous avons enfin reçu les garanties que cette affaire serait traitée sérieusement. Nous sommes donc tombés d'accord. Ils nous ont dit nous allons nous attaquer à ce réseau. Dès lors, nous leur avons remis les documents. Un mois plus tard, la justice belge bloque encore tout. Le parquet de Turnhout se dit en vacances. Le parquet de Dendermonde répond aux journalistes qu'il ne peut céder ce matériel car les enquêteurs belges en ont besoin. Le parquet dit qu'il refuse de remettre le matériel parce qu'il en a besoin pour son enquête. Laissez-moi rire. Le matériel a été remis en double par Morkoven. Il y avait le matériel pour le parquet en Belgique et il y avait le matériel pour le parquet en Hollande. Quelques jours plus tard, fin du mois d'août, Marcel Vervloesen rencontra les policiers hollandais de Bloemendaal dans la petite ville de Hulst, en territoire hollandais, et leur transmit lui-même devant nos caméras un CD-ROM contenant toutes les données rassemblées. Ce geste fait partie de la méthode Vervloesen.